Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Sophie Ricard est architecte, diplômée d'État de l'école d'architecture de Versailles. Elle a décidé d'apprendre à construire auprès de ceux qui ont choisi de faire autrement et de s'engager. Elle questionne ainsi son métier, son rôle et plus largement l'acte de construire. Pensant que l'architecture est l'affaire de tous, elle a expérimenté la permanence architecturale, du côté de la maîtrise d'œuvre comme de la maîtrise d'ouvrage. Alors pour commencer Sophie, quel est ton métier ? Aujourd'hui, je me définis plus comme architecte urbaniste assistante à la maîtrise d'ouvrage et d'usage. Comment tu définirais ta pratique à toi de l'architecture ? Alors moi, j'ai effectivement, auprès de Patrick Bouchin, j'ai commencé à m'impliquer dans ce qu'on appelle la permanence architecturale. Donc j'ai décidé très vite de sortir du mode de l'agence traditionnelle pour pouvoir plus m'impliquer sur les territoires à partir d'une commande publique que je pouvais définir auprès des élus et auprès des opérateurs ou des aménageurs. Donc j'ai décidé de sortir du bureau en me disant à chaque fois qu'il y avait une commande, le mieux ce serait peut-être d'habiter la ville ou le site même du projet en vue de la faire évoluer et peut-être de dessiner in situ ce qu'on pourrait faire ensemble de cette commande publique et peut-être dépasser le sujet de la commande qui était peut-être trop sclérosée, ou alors pour le projet de l'université foraine à Rennes et de la réhabilitation de l'hôtel Pasteur, c'était plus d'être à l'initiative de la commande en proposant une nouvelle forme d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en tant qu'architecte en permanence architecturale, en capacité de mettre à l'épreuve un bâtiment par l'usage et de définir à partir de là une nouvelle commande qui répondrait au plus proche des besoins et des envies des citoyens. Donc pour moi, l'architecture et la fabrique de la ville, c'est un alibi pour réactiver nos démocraties locales à partir du moment où on est en permanence architecturale et où on prend le territoire comme terrain d'action auprès de nos politiques et de nos opérateurs pour pouvoir... aujourd'hui, on voit bien que la commande publique, elle est complexe et qu'on voit qu'on a des complexités d'habitabilité de nos territoires et qu'il va peut-être falloir plus réhabiliter que construire du neuf, se poser la question de la manière dont on rénove nos centres-bourgs, etc. Et peut-être que si on est plus à même d'être en phase avec les besoins d'un territoire en démontrant que les dispositifs uniformisés qui viennent du ministère sont difficilement applicables suivant où on habite en France, on va peut-être répondre au plus juste en étant sur le terrain même du sujet. Et du coup, tu as cité l'hôtel Pasteur, donc c'est où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce lieu ? Ce que je peux dire, c'est que ma posture d'architecte a évolué dans toutes les phases de ce projet. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on peut sortir de l'école d'architecture et se dire je vais faire de la maîtrise d'œuvre de façon classique. La permanence permet d'évoluer tout au long des phases. Je suis arrivée à l'époque de l'université foraine où on avait une subvention pour faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité quelque part pour investir un bâtiment qui n'avait pas été conçu pour ça au point de départ avec la population et prouver qu'on pouvait de façon très démocratique et en utilisant le bâtiment peut-être proposer une autre forme de commande et de programme. Donc à partir du non-programme, faire confiance aux citoyens et accompagner en tant qu'architecte des volontés d'appropriation d'un site pour pouvoir se dire ça se trouve avec moins de moyens on peut faire de cette faculté des sciences un lieu non dédié mais toujours en capacité de prouver sa réversibilité en fonction de l'évolution de notre société qui est en mouvement. Et donc moi j'ai pris une posture d'architecte AMO au point de départ dans l'université foraine et puis l'aménageur a été missionné par mandat pour accompagner la ville de Rennes à la réhabilitation de ce projet tout en continuant la permanence architecturale. Donc je suis passée côté maîtrise d'ouvrage et côté maîtrise d'usage en étant dans ce lieu. Donc moi j'ai aimé faire ce projet puisqu'il m'a permis de faire évoluer ma pratique de permanence architecturale maître d'œuvre en permanence architecturale assistante à la maîtrise d'ouvrage et d'usage. Donc, on voit ce que je veux dire par rapport au métier, aux différentes pratiques du métier. Et du coup, quel profil se dessine derrière ta pratique de l'architecture ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'architecte ne soit plus un élément qui répond en bout de chaîne de la commande. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand dans l'architecte, on peut être aussi force de proposition pour accompagner le commanditaire dans la rédaction d'un programme ou d'une commande. Et donc, moi, ce qui m'intéressait au point de départ, c'est pas l'objet fini, c'est pas la forme, c'est pas la commande publique, c'est plutôt comment elle s'écrit cette commande publique. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est peut-être quelque chose que j'apprécie énormément. Mais ce que j'aime, c'est qu'on peut changer de rôle. On peut être maître d'œuvre, mais on peut passer aussi côté AMO. Et le fait d'avoir fait de la maîtrise d'œuvre te permet d'être fort aussi en AMO, puisque tu connais la façon dont est portée une commande publique, tu connais les enjeux économiques, tu connais les enjeux politiques aussi liés à l'élaboration de cette commande et à la proposition d'un acte architectural. Et donc tu peux, ce que j'ai fait à l'hôtel Pasteur, c'est que j'ai rédigé un programme pour permettre à des architectes de répondre, qu'ils puissent mettre en œuvre aussi une permanence architecturale, mettre en œuvre des chantiers écoles, des chantiers d'insertion, faire de ce chantier un lieu d'application dans la ville. Et donc, c'est
moi je vois mon métier comme une continuité de projets qui se nourrit l'un de l'autre. Donc moi, mon métier va changer à chaque fois que je change d'opération, que je change de territoire, et un projet va nourrir l'autre. Je me suis nourrie du projet que j'ai fait à Boulogne-sur-Mer pour faire l'hôtel Pasteur, et c'est ça que je trouve intéressant dans la permanence. Et la permanence aujourd'hui peut être infusée au sein des institutions, puisque j'ai été aussi à Saint-Brieuc et je me suis fait embaucher par les services de la ville pour être chargée, pour être chef de projet sur un projet en rue, et donc faire en sorte que la méthodologie de la permanence, qui est une posture pour moi, puisse aussi infuser au sein même de l'institution. Elle pourrait infuser chez les opérateurs comme les sociétés publiques locales d'aménagement, et elle pourrait infuser chez les bailleurs sociaux. Et on pourrait se dire que les postures de l'aménageur ou du chargé d'opération peut changer un petit peu chez des opérateurs publics pour pouvoir mener autrement des projets et permettant la programmation ouverte, parce que la permanence architecturale va permettre d'avoir une proposition de programmation ouverte avant même d'avoir un projet ultra défini par un programmiste, etc. Par rapport à la posture que l'architecte pouvait avoir dans les dernières années, est-ce que tu ressens un changement ? Bah oui, l'architecte, il n'est plus le démiurge aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que les grandes commandes publiques, on n'y aura plus accès, comme on a pu voir depuis après-guerre, etc. Et je pense que ça, déjà, on ne peut plus faire, sur la question du logement, on ne peut plus faire des logements par paquet de 1000, on l'a bien vu. Sur la question, effectivement, des grands équipements publics, la grande commande publique pour faire des équipements publics, on n'en aura plus beaucoup. On en a encore, mais on n'en aura plus beaucoup. Là, peut-être qu'on se rend compte que la posture de l'architecte, de toute façon, va être obligée de changer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va être obligé de reprendre possession de ce qu'on appelle le déjà là, de travailler sur la réversibilité des patrimoines dont on hérite, puisque nos équipements ont changé, les modes de travail ont changé, les façons d'habiter ont changé. On voit bien que sur la question de la rénovation des centres-bourgs, les gens ont quitté les centres-bourgs parce que l'habitabilité de l'architecture vernaculaire contemporaine n'était plus habitable. Et donc, on préférait aller faire construire son lotissement en pavillonnaire, en banlieue. Et donc, comment on est en capacité aujourd'hui de réfléchir avec nos bailleurs, avec les foncières, avec les opérateurs, avec les maires, sur une autre habitabilité de nos territoires, et comment on est en capacité de reconvertir ces architectures qu'on appelle aujourd'hui le vernaculaire contemporain. Donc ça, déjà, fait que la commande va changer. Donc il faut que nos métiers aussi puissent être en recherche. J'aime la recherche-action, et les architectes doivent aussi accompagner les collectivités ou les commanditaires à écrire une bonne commande pour éviter effectivement qu'on se retrouve avec des problématiques de zones comme on a eu, de zones industrielles qui vident les centres, les villes moyennes, etc., etc. Donc il faut que nous aussi, architectes urbanistes, on soit vraiment, je pense, conseillers aux côtés des commanditaires. Si on ne veut pas être le maillon en bout de chaîne qui continue de répondre de façon téléguidée sur les territoires et avoir un apport plus systémique. Quelle étudiante étais-tu ? J'étais une étudiante plus engagée sur les questions sociologiques et anthropologiques de mon métier que les questions techniques. Effectivement, la forme m'importait moins que le process de fabrication ou de pour qui on construit et pourquoi on construit. Moi, ce que j'aime dans l'architecture, c'est la vision politique de l'architecture, c'est-à-dire que la commande, c'est à un moment donné faire voter un budget, associer des citoyens à ce que ce soit démocratique, la commande publique. Et donc, je trouvais qu'on n'avait pas assez ce rapport à la commande publique, ou en tout cas à la question démocratique de l'acte de construire. Enfin, ça nous aidait pas vraiment enseigné. Donc moi, ce qui m'a passionné quand j'ai été sur le terrain pour fabriquer mon métier, c'était plutôt de comprendre d'où venait la décision politique et comment on était en capacité de faire, et de faire œuvrer d'autres expertises qui ne sont pas que l'architecte ou les entreprises à la fabrique de la ville, que sont l'expertise citoyenne, sociale, habitante, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et des obstacles que tu as pu rencontrer ? Alors, j'ai fait l'école d'architecture de Versailles. Dans mon parcours, moi j'ai fait l'école, j'ai eu mon diplôme en 2009, donc j'étais dans ces périodes où il y avait les grosses opérations de renouvellement urbain qui se jouaient un peu sous nos yeux. Et je me questionnais énormément sur la méthodologie de la tabula rasa. Et du coup, je trouvais que nous n'était pas assez enseigné la question de la commande et la question de la rénovation du patrimoine, ou la question de l'habitation, la question de l'habitat social, etc. Et donc je trouvais qu'à chaque fois on nous faisait faire pareil du logement formel, par paquet, etc. Mais jamais on nous impliquait dans la question politique et comment on habite ensemble nos territoires. Et donc et la façon d'habiter. Donc à la suite de ça, effectivement, on était un petit groupe à l'école en se disant à se questionner sur le métier et la pratique, et à se dire quels sont les architectes aujourd'hui qui vont questionner
peut-être une autre façon de faire du projet, de faire du chantier, le lier à ces territoires, le lier aux individus qui derrière vont prendre en question la gestion de l'équipement qu'ils produisent ou de l'habitat qu'ils font, etc. Et il y en avait un, c'était Patrick Bouchin qui aujourd'hui pour moi en France avait fait un pas de côté déjà dans sa posture, est un architecte, constructeur, scénographe qui lui-même a monté une agence qu'il a dissous pour justement faire en sorte que des jeunes architectes puissent rentrer dans son agence mais être autonomes en tant que professionnels, non pas salariés mais affiliés en tant qu'indépendants. Ça fonctionnait comme du marcotage, donc déjà c'était très intéressant dans la posture, et parce qu'il s'est rendu compte qu'en faisant grossir une agence et en répondant à des appels d'offres publics, il se séparait de la complexité qu'il avait mis en œuvre jusque-là pour faire ses projets, qui était à dire je tiens un projet de A à Z avec son commanditaire du début du chantier, de la commande, de la rédaction du programme jusqu'à la réception, et je fais en sorte de faire vivre aussi ce chantier comme un chantier acte culturel. Si il faisait grossir de plus en plus son agence, il répondait de plus en plus à d'appels d'offres, il n'avait plus la main mise sur cette façon de gérer un projet de A à Z, où c'est cette possibilité de monter des permanences architecturales plus sur les projets. Par exemple, moi j'ai fait 2 projets en 10 ans, en 12 ans presque. Un projet qui a duré 3 ans à Boulogne et 8 ans ici à Pasteur. Et ça c'est intéressant puisque effectivement quand tu montes ta grosse agence d'architecture et que tu travailles en libéral, tu es obligé de répondre à du concours, de répondre à des appels d'offres, de salarier si tu as des réponses, et tu es obligé de scinder aussi les phases de conception. Et du coup, ce qui est très compliqué pour faire des projets très expérimentaux comme on fait avec Patrick. Donc il a déjà autonomisé ses architectes qui travaillaient avec lui en leur disant vous êtes vous-même à votre compte et vous prenez un projet de A à Z. Et puis c'est surtout à côté de lui qu'on a monté le laboratoire Construire ensemble, Grand ensemble, comment dénormer le logement social. Et que j'ai pu apprendre à faire mon métier différemment qu'en libéral et en agence ex nihilo. Ça nécessite quand même de faire confiance beaucoup aux jeunes qu'il a pu accompagner dans ces projets. Complètement, et je pense que c'est ça qui nous manque aussi, c'est cette relation de confiance, mais partout. En fait, c'est pas que dans l'architecture, ça c'est dans les services, dans l'administration publique, dans beaucoup de fonctionnements. Cette délégation de confiance est très compliquée. Effectivement, à partir du moment où il m'avait donné cette délégation de confiance pour que je mène ce projet à Boulogne-sur-Mer, alors que je sortais juste de l'école et que j'avais jamais fait de chantier, que j'avais jamais mené un projet, mais j'ai eu quand même Sébastien qui était architecte à Paris qui m'a accompagné aussi pour m'apprendre le côté technique de mon projet, mais j'étais sur le terrain pour être vraiment en phase avec les problématiques habitantes et le quotidien de cette rue-là. Donc Patrick faisait le lien avec le politique, Sébastien faisait le lien avec la partie technique et moi je faisais le lien avec vraiment la population. Et donc ça c'est intéressant, et effectivement à partir de cette confiance donnée, j'ai pu continuer à faire mon projet en la redonnant à Rennes à des citoyens qui avaient envie de s'approprier une architecture, etc., etc. Donc c'est une délégation de confiance qui doit se faire partout, à tous les niveaux. Comment s'articule ton métier et tes passions ? J'ai de la chance. Par cette délégation de confiance, c'est parce que Patrick avait bien compris que je n'étais pas faite pour bosser derrière un ordinateur dans une agence et qu'il m'a laissé aller sur le terrain même du projet parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'on pouvait répondre de façon vraiment située à une problématique d'appropriation du logement social et de rénovation. J'ai réussi à lier, on va dire, la façon dont j'avais envie de mener mon métier de manière très expérimentale, très géographiquement située, de manière très contextuelle et le vivre avec une expérience, une expérimentation. C'est-à-dire pour moi, faire acte d'architecture, c'est aussi vivre une expérience de vie. Et donc comme j'ai eu de la chance de la vivre avec mon couple, puisque j'ai embarqué mon ami dans ce projet à Boulogne-sur-Mer, même s'il n'était pas dédié au projet comme moi je l'étais, il était dédié à d'autres types de projets, mais en tout cas il a vécu cette notion de permanence, il a vécu ce quotidien. On a des amis qui sont devenus nos amis de cette expérience de vie, parce que c'est vraiment une expérience de vie. Et du coup, j'estime qu'en étant de cette manière, en prenant en main les projets, et en les construisant, en les occupant et en les fabriquant petit à petit, en résidant sur le site même où les projets nous incombent, eh ben, je retrouve ma casquette d'habitante avec mes hobbies qui transparaissent forcément dans les projets que je mène, puisque je suis sur le terrain même de la situation, tu vois. Donc j'arrive à lier ma vie intime, je suis foutue comme ça, de toute façon c'est une posture, la permanence, et tu peux pas en faire si toi-même tu n'as pas envie de vivre ces expériences de vie. C'est des expériences de vie très très fortes qui font que ce n'est pas un métier ou un emploi que tu fais ex nihilo, c'est bien ta façon de travailler et de vivre un territoire qui, par ton expertise, fait que tu t'engages sur ce territoire. En fait, c'est un engagement politique et citoyen, quelque part, la permanence. Comment concevoir et construire en 2021 ? Très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à se réapproprier. Donc, avant de construire, il faut penser à réparer.
à peut-être faire de la couture, à faire des projets moins grandiloquents avec moins d'argent mais plus de matière grise. Et donc si on veut associer de la matière grise, il faut être sur le territoire. Tu ne peux pas associer de la matière grise si tu réponds de façon décontextualisée. Ou alors il faut avoir des gens très forts dans l'administration publique ou chez les commanditaires ou chez les maîtrises d'ouvrage qui ont capté cette méthode de projet qui est d'être sur le terrain, de faire de la programmation ouverte, de faire confiance aux citoyens, de tester des choses, de faire en sorte que ces services techniques puissent être aussi assez ouverts pour changer leur façon, si tu veux, de ne pas être des censeurs qui vont empêcher des élus de mener à bien leur politique et de faire en sorte que des citoyens s'approprient une commande publique, parce que c'est bien là l'enjeu, c'est de réactiver nos démocraties locales quand on fait ça. Je pense qu'il faut déjà peut-être essayer de réparer, de réhabiliter plus que de construire, quand on peut le faire, quand on est obligé de construire, on construit. Peut-être qu'il y a une autre façon de construire, de façon plus localisée, peut-être qu'il y a des filières à redynamiser. Ce qui est intéressant dans l'acte de bâtir, c'est qu'on a une somme de métiers qui se retrouvent autour de cet acte-là. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une problématique face aux matériaux, on a une problématique de pénurie de matériaux, et puis on a un fondamental écologique qui fait qu'on ne peut plus construire n'importe comment pour notre environnement. Et donc, comment la permanence va aussi permettre cette façon de travailler in situ, de monter sur une agence sur un territoire et de participer à un développement territorial, ça participe aussi au développement économique, au développement social et sociétal. C'est-à-dire qu'un chantier, c'est aussi une activation de savoir-faire et une activation de filière si on décide en tant qu'architecte de construire avec tel matériau ou tel matériau. Et donc si on est géographiquement situé, on va peut-être aussi pouvoir travailler avec nos services, que ce soit insertion économique, etc., sociale, en vue justement de faire une levée de terrain, de trouver les acteurs qui développent une certaine filière économique qui sont en capacité de produire du logement autrement, de produire de la construction autrement, etc. Donc ça va participer, la réhabilitation aussi, à une redynamisation de nos métiers, à peut-être faire émerger de nouveaux métiers qu'on avait oubliés dans la réhabilitation, qui peuvent réémerger parce que tout d'un coup on a oublié aussi des filières de matériaux qui sont exploitables sur certains sols. C'est pour ça qu'on doit reterritorialiser la commande et qu'on ne peut pas construire partout pareil, puisqu'on va avoir des sols qui sont exploitables d'une manière et d'autres d'une autre manière en fonction d'où on se situe, et qu'on ne va pas pouvoir faire du terre-paille partout en France, qu'on ne pourra pas faire du bois partout ou de la même manière. Donc ce qu'il faut, c'est reterritorialiser la commande, et donc ça veut dire reterritorialiser peut-être presque les normes et les DTU, tu vois. Nos DTU aujourd'hui sont complètement aberrants parce qu'effectivement la question de la thermique ne se situe pas de la même manière, ne se gère pas de la même manière si tu habites dans le nord de la France ou si tu habites dans le sud de la France. Et donc peut-être que si on est à la barre de ces commandes et en capacité peut-être de faire travailler des petites entreprises, de refaire travailler de l'économie locale, on va peut-être redéployer des filières autres. C'est-à-dire que l'outil de la réhabilitation peut aussi être un outil de développement économique territorial. Et ça m'intéresse aussi de voir comment tout ça, la fabrique de la ville, génère un tas de choses. Et quand on fabrique un accueillement de passeurs, c'est plein de choses derrière. C'est comment aussi on fait travailler l'émergence culturelle, comment on se sert d'un chantier commande publique comme un bâtiment d'application pour les écoles, pour les formations, pour l'insertion professionnelle. La commande publique peut être un levier de développement territorial. On l'a oublié. Donc je pense que là où on se gourre dans le plan de relance, quelque part, c'est qu'on fait avec les anciens modèles. Alors que le plan de relance, c'est de se dire arrêtons de faire avec les anciens modèles téléguidés et peut-être repartons d'une situation locale, d'une situation démonstratrice, pour pouvoir faire école à partir de cette situation démonstratrice et amener petit à petit toutes les échelles, l'échelle de la ville, l'échelle de l'intercommunalité, les syndicats mixtes, etc., à créer une autre façon de voir les choses, amener les opérateurs à modifier leur façon de faire, amener peut-être les nouvelles filières à s'implanter sur le territoire comme des foncières, etc., pour travailler sur un foncier autrement, ou aider les collectivités à racheter leur foncier pour qu'elles puissent avoir une marge de manœuvre sur leur patrimoine, ou en tout cas être à la barre de la gestion de leur patrimoine et de la rénovation de leur patrimoine. Et essayons de se servir de ces nouvelles méthodologies de fabrique de la ville comme outil de développement territorial général. Après des mois de crise sanitaire, quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain? Une grande place, je pense, mais pas tout seul. Et le problème, c'est qu'on a expertisé nos métiers, on a scindé les métiers, scindé les procédures et scindé les phases. Aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble. On a trop scindé et on est trop séparés. Donc on est dans une société complètement séparée et on ne sait même plus, mais même le politique est séparé de son citoyen, on le voit bien. Donc je pense que vraiment, dans la limite de la fabrique de la ville, on a l'occasion de rassembler les champs, les pratiques, les citoyens, les élus, les savoir-faire, les savoirs théoriques, etc. On a un alibi pour ensemble faire les choses autrement. Donc je pense que la place de l'architecte, elle peut éviter en tout cas d'être un maillon en bout de chaîne et qui doit
quand il a envie, quand il le peut et quand il le veut sur un territoire, peut-être travailler. Mais c'est tous les métiers, hein. C'est-à-dire que pas que l'architecte, c'est toutes les postures là qui doivent changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit juste arrêter d'être loin de tout. Et peut-être qu'il faut tout simplement on est tous habitants, on a tous des capacités, on a tous des envies et des savoir-faire, et qu'il faut les mettre à disposition d'un territoire ensemble, et peut-être mettre plus de temps à se rassembler, se réunir et se fédérer pour peut-être gagner de l'argent et du temps par la suite pour fabriquer un projet, et que ça puisse servir de façon systémique un territoire tout entier. Donc je pense que l'architecte a un grand rôle à jouer, mais il doit être proche des commanditaires. C'est quoi ton rêve? C'est quoi mon rêve? Mon rêve, il est que déjà chacun puisse s'occuper de ses affaires, en fait. Non, mais je pense que les choses arriveront à partir du moment où on arrive à déjà avoir un métier où effectivement on peut lier passion et savoir-faire. Ça, c'est déjà une belle chose. Je pense que le fait qu'on est scindé, enfin qu'on ne travaille plus aujourd'hui, on a un emploi, ça a complètement, on va dire... ça a complètement fait fondre, en tout cas c'est terrible, parce qu'aujourd'hui l'emploi a remplacé le travail, et le travail pour moi c'est positif, c'est pas un gros mot, c'est une émancipation de soi. Le travail doit être quelque chose qui doit juste émaner de ce qu'on a en notre possession, en nous, et qu'on a envie de dédier à l'autre. Donc si on arrive grâce à nos métiers ou à nos formations à les mettre à disposition d'un territoire, déjà, et être reconnu pour ça, et à associer nos passions à ce qui nous fait vivre, je pense que déjà on ira mieux, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour la future génération d'architectes et de diplômés en architecture? Ah bah ouais, sortir toujours de ses choix, bouger, aller dans des terrains, ne pas avoir peur de l'autre, rencontrer le monde qui nous entoure, qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin pour comprendre qu'il y a des complexités, que ce soit sociales, économiques, environnementales, partout où on est. Et donc, à un moment donné, c'est regarder en bas de chez soi ce qui est en train de se passer et apprendre des autres, quoi. Donc, c'est toujours... et ne pas avoir peur de casser les codes et les cadres et les corporations, et surtout sortir de nos corporations, des corporations, de tous les métiers, sortir de nos corporations, et quand même une grosse corporation, la corporation des architectes. Il faut surtout arrêter de travailler en tant qu'architecte. Moi, j'ai le plus appris quand j'ai travaillé à Pasteur avec un éducateur psy, avec un éducateur social, avec un psychiatre, avec un élu, avec un pompier, etc., etc. Donc, il faut sortir de ces cadres-là pour tous ensemble se réunir autour du sujet de la commande. Ça, je pense qu'il faut sortir de nos expertises, quoi. Ça, c'est fondamental. Il faut que les architectes sortent de leur confort d'être architectes, sortent des cadres, et surtout aillent se confronter à des territoires où il y a des vraies problématiques. Ne pas rester dans son bureau à répondre à de la commande, mais plutôt aller comprendre pourquoi la commande se fait de cette manière-là sur un territoire, et pour peut-être changer sa façon de travailler aussi tout le long de sa vie, quoi. Le fait qu'on soit que entre archi, moi c'est un truc qui me choque un peu dans les études. On n'est jamais confronté à des personnes avec qui on va travailler plus tard, mais qui n'ont pas du tout la même façon de penser aussi que nous. Et à l'école, on a souvent tendance à travailler avec des personnes avec qui on sait qu'on travaillera bien, alors que plus tard, on ne peut pas choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille, et on est toujours amené à, je sais pas moi, mais revoir la manière dont on s'exprime, dont on explique les choses, en fonction des personnes avec qui on travaille, quoi. Mais c'est pour ça que ce qui est intéressant dans la permanence, c'est que tu n'es plus dans ton bureau. Donc comme tu es toujours en train de, tu vois, comme c'est la Libye de la concertation, la Libye de fédérer des acteurs et tout ça, tu es obligé de sortir de ton prisme. Puisque là, l'idée, à chaque fois, c'était de faire avec des habitants du logement social, ou de faire avec une population qui pourrait s'emparer d'un bâtiment comme celui-ci. Donc ça te fait sortir de ton cadre, tu vois, tu es obligé. Puisque si tu restes en tant qu'architecte tout seul, tu vas réparer un bâtiment pour toi-même. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc ça te permet quand même de ne pas rester déjà en agence libérale classique. Mais ce qui paraît sûrement difficile à comprendre pour des jeunes qui ne sont pas encore dans la profession, c'est la partie économique. Parce que du coup, on se pose forcément la question sur la permanence. Tu disais, tu as fait 2 projets en 11 ans. Comment tu vis? Qui te paye? Comment tu fais pour pouvoir faire, entre guillemets, des projets sur des temps longs et être rémunéré. Ouais, parce que on voit bien que dans les agences, c'est la course, quoi. Parce que c'est une agence. Voilà. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Patrick, quand il a compris que ça devenait la course, il a dissous l'agence. Il a dit, chacun va prendre son opération. Et sur une opération, les opérations classiques de base, elles mettent 3 ans à peu près. Donc tu peux vivre sur 3 ans. C'est-à-dire que moi, effectivement, la permanence architecturale ne peut pas faire vivre une agence, ne peut pas faire nourrir une agence.
Par contre, elle peut faire nourrir un jeune architecte qui débute. Et donc moi, sur Boulogne, j'ai été payée, ma permanence architecturale a coûté 1% du budget travaux. Mais parce que j'étais jeune architecte, donc j'étais pas payée comme une architecte qui avait 10-15 ans de métier. Par contre, effectivement, une agence ne peut pas gérer ça avec le forfait que j'avais. Sur Pasteur, comme j'ai changé de rôle à chaque fois et qu'on a réussi à tisser les liens de cette commande, j'ai pu être payée d'abord par l'association Notre Atelier Commun quand on avait la subvention pour faire cette étude de FESA. Ensuite, j'ai été rémunérée par délégation de mandat par la Société publique locale d'aménagement territoire public. Je suis restée à mon compte, mais donc je facturais à territoire public. Il y avait une délégation de mandat et une rémunération par la ville. Donc j'ai changé par contre quelque part de boss financeur, tu vois, de l'opération. J'ai changé de patron entre guillemets. Mais je suis restée ma propre patronne en me disant que je voulais pas être salariée pour garder aussi une liberté d'action. Je pourrais maintenant me faire salariée sans problème. La preuve, c'est que j'ai bien voulu être salariée de Saint-Brieuc sur ce sujet-là. Et donc là, le salaire a encore évolué et changé, tu vois, parce que suivant dans quelle posture tu bosses dans le monde associatif et tu dépends d'une subvention publique, tu bosses pour un aménageur et tu dépends d'une rémunération liée par un mandat qu'a passé la ville avec son opérateur, où tu vas dépendre, et puis ça dépend de l'ancienneté de ton boulot. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas faire vivre une agence avec. Par contre, ça peut faire vivre un architecte. Un jeune architecte, c'est sûr. À vie, il faut pouvoir s'ancrer. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai fait beaucoup de permanences où j'ai bougé. Là, je me dis maintenant, ça serait bien que je manque sur un territoire et que je commence à avoir cette relation plus politique, comme on disait. Mais là, j'ai tout inventé en termes de modèle économique. Est-ce que je le montre moi-même? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que... donc, je pourrais commencer en disant, je fonctionne avec la preuve par 7, mais la preuve par 7, pareil, elle est définie en termes de temporalité et de sous par une subvention qui est donnée par les ministères et qui va prendre fin au bout de 2 ans. Donc une fois que tu t'ancres, c'est comment tu développes ton propre modèle, ton autonomie économique sur un territoire. C'est pour ça que je veux m'ancrer sur un territoire, pour pouvoir me dire que demain, j'ai inventé mon propre métier sur ce territoire, à partir du moment où j'ai eu la confiance des politiques, la confiance des opérateurs, la confiance de tout ça, qui fait que je vais voir quel modèle économique je vais pouvoir inventer à partir de ma posture et mon métier. Je vais peut-être être AMO d'une ville, je vais peut-être tout d'un coup rentrer dans un service. Moi, j'aimerais bien monter un atelier public d'urbanisme, par exemple, tu vois, ça pourrait être ça. Mais ça veut dire que je m'attache à vraiment un territoire très, très circonscrit. Peut-être que ce sera autre chose, mais ça va dépendre d'un sujet démonstrateur sur lequel je vais m'impliquer au point de départ. Et c'est inventé au fur et à mesure. Oui, c'est ça. T'as pas de visibilité vraiment à long terme. Tu disais même au début, c'est des projets assez courts, sur 3 ans à peu près. Là, j'ai mis 8 ans. Là, oui, mais parce que, après chaque mission, que tu savais pas nécessairement si tu allais avoir la suivante en plus. Donc, tu as quand même cette incertitude aussi de savoir tu feras quoi demain. Ah, bah, ça, c'est clair que t'as pas le même confort de vie que si t'étais salarié quelque part. Ça, c'est un choix de vie. Moi, je sais pas faire les choses autrement. Par contre, ce que j'ai envie, c'est maintenant d'être un peu plus structuré. C'est-à-dire que ces choix de vie m'ont permis quand même d'apprendre mon métier et de pouvoir théoriser un peu ce que je faisais, d'intellectualiser un peu ce que je faisais et d'être force de proposition maintenant. Donc à partir de ça, je me dis j'ai bien fait de prendre des risques, tu vois, j'ai bien fait parce que ça m'a aussi vachement formée. Et puis j'ai eu de la chance. Attends, j'étais avec Patrick Bouchin. Peut-être t'as plein de jeunes qui se disent putain, j'ai pas Patrick, je vais jamais réussir à faire ce que t'as pu faire Sophie. Donc Patrick m'a fait confiance, il m'a donné quand même la possibilité d'expérimenter une autre façon de fabriquer de faire de la maîtrise d'œuvre. Et donc à partir de là, moi j'en ai fabriqué quelque chose. Je me le suis approprié, cette façon-là. Et maintenant, je me dis, il faut que je passe à une échelle au-dessus. Je ne peux pas faire des permanences toute ma vie. Par contre, je peux accompagner les jeunes pour qu'ils se mettent en œuvre des permanences et je peux accompagner des commanditaires à ce qu'ils puissent proposer notre forme de commande publique ou rédiger des appels d'offres autrement. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à construire aujourd'hui. C'est ce que je suis un peu en train de faire avec la preuve par 7 sur les territoires d'expérimentation de la preuve par 7. Cet enseignement est, on va dire, expérimentale sur des situations et des expérimentations très situées. Maintenant, je pense que j'ai besoin d'habiter à l'endroit même où il y a un projet. Et donc, ça m'intéresse plus de me dire, je bosse pas preuve par 7, mais je suis aussi sur un territoire où il y a un projet de la preuve par 7 qui est développé, et je peux moi-même d'en développer d'autres à partir de celui-là.
Tu fais quoi après? Tu deviens quand prof? Et ben moi j'aimerais, tu vois, je fais toujours un peu juste des petites vacations dans les écoles, mais en fait ce que j'aimerais c'est toujours faire ça déjà, parce que je trouve ça vachement bien. Monter alors à la preuve par 7, il y a des ambitions de monter un peu des modules d'enseignement. Moi je pense que ce qui est intéressant, c'est le travail qu'on est en train de faire avec la chaire d'expérimentation qui est montée à l'école de Belleville, de l'école de la Villette, en partenariat avec Belleville et le CNAM, puisque l'idée de cette chaire d'expérimentation qui s'appelle EFFE mettent en situation des thésards, des mémoires, des jeunes étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage et pas que, en situation de travailler ou de théoriser à partir d'un projet démonstrateur. Donc il faut que les écoles sortent de leur mur. Donc moi ce que j'aimerais c'est que sur chacun de nos projets, c'est ce qu'on veut faire aussi avec la preuve par 7, mais pas que, il faut que ce soit une méthode générale, c'est-à-dire que sur ces projets expérimentaux, on les associe tout le temps à une école, il y a des formations partout, on a des écoles dans presque toutes nos régions, il faut absolument qu'elles soient associées aux politiques, à ces sujets de commande publique un peu novatrices. Parce que si on ne forme pas la formation, on n'arrivera pas à former derrière, tu vois, tous ceux qui vont être aux commandes de... Par contre, ce qu'on aimerait faire ensuite, donc ça m'intéresse, c'est de se dire comment on fait sortir l'enseignement et comment nous-mêmes en tant que professionnels, on devient des enseignants sur nos terrains d'application. Et ensuite, comment on associe d'autres chaires. On en revient à la question des métiers qui doivent arrêter nos corpos. Comment, il y a par exemple notre prochain défi, c'est d'aller voir Cynthia Fleury, qui a monté une chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc de continuer cette question de cette relation entre urbanisme et santé, qu'on avait déjà questionné, tu vois, à Pasteur, de filer cette métaphore-là, et de continuer à se dire que l'acte de fabrique de la ville, quand elle est bien faite, elle peut penser P-A-N-S-E-R la ville, ou penser le monde, ou penser la collectivité, et du coup, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'associer des chaires entre elles, et peut-être d'avoir des sujets d'expérimentation, de la même manière que moi à Pasteur, il y a eu l'école en haute santé publique, tu vois, qui est venue travailler ici, que Philippe Leferron, qui est psychiatre à l'hôpital psychiatrique du Guillaume-Régnier, a fait des thérapies communautaires et en même temps était en train de monter un diplôme universitaire à l'EHESP, puisqu'il s'est rendu compte que ce lieu en rénovation et cette pratique de la méthodo de la permanence et de faire levier, d'activer une gouvernance collégiale et tout ça, pouvait soigner, entre guillemets, en termes de santé mentale différemment et non médicalisée des populations, faire soin, comme les chantiers écoles qui ont été menés avec les compagnons bâtisseurs ici ou les chantiers d'insertion. Et donc du coup c'est de développer ça à une échelle théorique et pratique en même temps dans nos lieux. Et ce qu'a fait Cynthia Fleury, c'est qu'elle a monté une chaire d'expérimentation au sein même de l'institut hospitalier, ce qui est vachement intéressant. Donc elle s'est rendue compte que dans l'hôpital, les plus à même à soigner étaient peut-être aussi les patients. Et donc comment les patients pouvaient devenir des formateurs pairs de par leur expérience de vie. Et donc elle a monté une chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc on se dit c'est intéressant avec Patrick de rassembler nos chaires ensemble, une chaire de soignants, une chaire d'architecture, et avoir des sujets d'expérimentation qui pourraient justement être dans les hôpitaux, qui pourraient être dans nos institutions publiques, être, tu vois, et associer comme ça de différents types de professions. Mais sur des sujets concrets, quoi, hors de l'école. Il faut se faire sortir l'école pour qu'elle se re-questionne à partir de sujets d'expérimentation. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Hein. Ça donne envie. Ouais. Bah, merci beaucoup, Sophie.